Voilà, bienvenue à tous. C'est bon, Fabrice? Bonjour. Allez, l'esquelette! Ah ouais, l'escaouette. 16h26, on va attendre encore un petit peu. Il y a encore sûrement des personnes. Organisateurs qui nous mettent la pression. Ça Heureusement que je suis rigole bien pas. accompagnée, Nadia. T'as vu comme on nous met la pression? Il n'y a pas de pression. On est là, on est sereine. Déjà, voilà. Allez, 16h24. Ah non, moi j'ai 27. On n'habite pas dans le même pays. Oui, 16h27, pardon. Eh ben c'est tout bon, on va commencer. Bonsoir, bonsoir presque déjà, bon il est que 4 heures. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, nous sommes maintenant avec Laurie Larcher et Nadia Samut. Laurie Larcher, directrice de l'ESCAET, qui est une école de commerce centrée sur l'industrie du tourisme. Et Nadia Samut, qui est la fondatrice de l'Institut de la cuisine libre et qui vont nous parler un petit peu de comment elles ont profité de cette période pour se réinventer et réinventer une partie de leur domaine. Donc, c'est la première conférence de la section Un autre regard, donc avec des idées un peu plus, on sort, on va dire, des acteurs classiques du voyage, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe dans le monde de la littérature, du reportage, de plein d'autres mondes, et qui peuvent être inspirants pour vous tous. Voilà, Laurie, la parole est à toi. Allez, go! Ok, merci Pierre pour l'introduction. Merci à tous d'être présents. Je vois qu'il y a également des étudiants, des pros. Ça fait plaisir de voir que vous êtes présents et vous êtes là. Merci à Nadia, bien évidemment, de nous faire le plaisir de témoigner à nos côtés, de nous permettre voilà, d'être dans une bulle toutes les deux avec les participants pour échanger sur ce qu'on a fait ces dernières années pour ta part et sur ces derniers mois pour ma part avec l'équipe ESCAET. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. Hop. Voilà. Et on va commencer donc cette conférence où on l'a voulu assez simple et surtout assez concrète, mais on souhaiterait partager avec vous des modèles d'apprentissage qu'on a mis en place qui permettent finalement d'accompagner le changement et la transformation de nos industries. Alors pour ma part, ça sera sur l'industrie du voyage et Nadia, ça sera sur… bonjour Mélanie. Ça sera sur l'industrie de la gastronomie et du tourisme, hôtellerie-restauration. Donc, on va aller vite dans les présentations et puis ensuite, on va vous expliquer comment va se dérouler cette conférence qui va passer très, très vite. Donc, on a plein de choses à vous dire parce qu'on est toutes les deux des bavards, mais on va essayer de se contenir. Et on vous garde une petite partie questions-réponses à la fin parce que si vous souhaitez nous couper, faites-le, mais bonne chance. Allez Nadia, c'est à toi. Je te laisse te présenter. Merci Laurie. Ravie également de venir et de participer à ce petit talk qui me fait bien plaisir en cette journée. Effectivement, moi je suis chef de cuisine, mais surtout chef d'entreprise de plusieurs entreprises résilientes et je dirais inspirantes. Moi, pour vite faire mon histoire, je suis née il y a une quarantaine d'années maintenant. Je suis malade cœliaque depuis la naissance, ça veut dire intolérante au gluten, et avec une maladie auto-immune de l'intestin grêle. Et il y a 10 ans exactement, je suis retombée malade avec des problématiques immunes assez graves. Et de ce moment-là, j'ai décidé de créer un monde au goût meilleur, un monde de l'inclusion sociale à table, de l'importance du plaisir de manger. Et tout ça passait par la création de tout cet univers et de la philosophie que j'allais y adapter. Effectivement, parce que dans la cuisine, on utilise déjà dans les ingrédients de base beaucoup de blé, donc de gluten, de produits laitiers et d'autres produits que je ne pouvais pas utiliser. Donc, j'ai décidé de créer un institut de formation que j'ai appelé l'Institut Cuisine Libre, de ma marque Cuisine Libre, qui avait pour but justement de valoriser le produit pour le produit et la création justement de bases de techniques culinaires adaptées qui allaient être transmises non pas pour les personnes simplement malades, mais pour toute personne qui avait envie justement d'apprendre, de comprendre et de repousser les limites sans stigmatiser. Et en fait, aujourd'hui, là, on a introduit cette séquence en parlant du Covid et de la résilience peut-être à cette période-là. Mais pour moi, la résilience, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de chaque instant.
Et je suis devenue certainement inspirante par ce projet de vie-là qui m'a rendue inspirante, mais j'ai été inspirée. Initialement, j'ai été inspirée par un homme qui s'appelle Norbert Elias, qui a écrit un livre qui s'appelle La société des individus et qui parlait justement de est-ce que la société fait les individus ou l'individu fait les sociétés. Et justement, je me suis rendu compte que quand j'avais ma problématique, qu'elle était centrale, je me suis dit, en fait, moi, la société, je ne peux pas vraiment y vivre puisque je ne peux pas manger comme les autres. Donc, je vais créer ma société pour y amener des individus. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le problème de la société actuelle, c'est qu'on est là pour accompagner des gens dans cette transition qui a déjà commencé il y a 10 ans à peu près. On était déjà peut-être un peu utopistes, nous, les gens disruptifs et du changement de ce monde. Mais aujourd'hui, ça n'est pas juste un choix, c'est une obligation. Et donc, moi, l'Institut Cuisine Libre, il accueille, il compose, il construit avec d'autres acteurs, notamment avec SKET, évidemment, qu'on a imaginé avoir envie d'amener le tourisme dans la transition et dans la manière de former, d'accompagner, d'être fier d'un tourisme rural pour d'autres choses, etc. Donc, oui. Et de l'autre côté, je pense que dans ce cadre de cuisine libre, par exemple, ou de la formation sur des terrains libres, moi, j'ai mis en place justement cette valorisation du caractère unique de chacun, aller chercher le quotient émotionnel plutôt que simplement intellectuel, aller chercher comment produire justement des valeurs et les mettre en avant pour que les gens soient peut-être plus fiers d'eux, aient confiance et qu'ils en créent des projets de vie, comme moi j'ai pu créer le mien. Donc aujourd'hui, l'Institut Cuisine Libre, c'est de nombreuses formations auprès des restaurateurs, des hôteliers, mais pas simplement. C'est aussi auprès de l'industrie agroalimentaire en transition qu'il faut accompagner et simplement pas simplement montrer du doigt, mais peut-être aller détecter justement des points d'accroche pour amener la transition. Et de l'autre côté, j'ai un établissement restaurant gastronomique étoilé, qui est le premier restaurant étoilé d'ailleurs au monde sans gluten, qui a justement envie de valoriser cette chose-là, qui subit aujourd'hui aussi le Covid, hein, comme tout le monde, mais en fait qui n'a pas envie de le subir. Donc là, par exemple, j'ai décidé de fermer pendant quelques mois parce que la demande était en chute, parce qu'il y avait plein de problèmes de ce type-là. Et en fait, non, on doit se réinventer. Donc on a décidé de créer une conserverie pour accompagner les agriculteurs avec lesquels on travaille normalement toute l'année et avec lesquels on ne pouvait plus ouvrir de débouchés, par exemple, et de former des collaborateurs dans la conserverie, qui est une méthode de cuisine et de conservation qui est complètement différente de la méthode de cuisine gastronomique. Donc, en fait, il faut, selon moi, mettre les problématiques au centre des réflexions et en créer des solutions. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas d'une grande évidence, mais si on se pose tout simplement et qu'on réfléchit aux choses et qu'on regarde les choses d'un angle différent, on va trouver des solutions. Et moi, je dis toujours à toutes mes équipes, il n'y a pas de problème, il n'y a que des problématiques et à chaque problématique, il y a une solution. Et pour ça, donc, j'ai écrit un livre avec la rédactrice en chef de l'UMA qui s'appelle Paul Masson, qui sort le 28 octobre et qui s'appelle Construire un monde au goût meilleur, dans lequel je raconte en effet tous les projets que j'ai pilotés et que j'ai mis en œuvre pour, selon moi, construire un monde au goût meilleur et qui me semble être essaimable et que je peux partager justement pour créer avec d'autres et pour d'autres des projets sensibles et sensés. Voilà. Super. Est-ce que justement, pour tout ça, en fait, quand on s'était rencontrés il y a quelques mois, tu nous avais partagé que tout ce que tu viens de présenter là, très concrètement, ça se ressentait aussi dans le recrutement de tes équipes. Est-ce que tu peux nous partager justement pour t'accompagner à l'Auberge de la Fenière et puis sur tous tes autres projets éventuellement, mais je crois principalement sur l'auberge. Est-ce que tu peux nous dire justement les types de profils que tu as eus qui se sont présentés à toi par rapport à tout ce que tu viens de dire? Alors effectivement, je n'ai pas forcément des types traditionnels de profils qui se présentent dans l'hôtellerie et la restauration, enfin pas que. Parce que je sélectionne, comme je le disais juste avant, sur ce quotient émotionnel, sur cette volonté aussi de créer un projet de vie qui a du sens, avec une grande volonté. J'ai souvent des gens qui viennent, qui sont en conversion, en reconversion professionnelle,
qui ont envie d'apprendre, qui se donnent les moyens d'apprendre parce que c'est peut-être leur deuxième ou troisième projet de vie, et qui arrivent avec un background qui est complètement différent, mais qui va aussi apporter sa pierre à l'édifice. Je parle de gens qui sont dans la communication, je peux parler de gens qui sont dans de l'industrie parfois et qui ont envie de raccrocher les gants et se dire qu'ils ont envie de donner plus de sens à leur projet de vie. Moi, il faut savoir que je travaille aucun produit raffiné, que je travaille essentiellement avec des produits issus d'agriculture locale et d'élevage très respectueux de l'environnement, de pêche responsable. Donc, en fait, j'amène aussi les gens dans la culture à voir comment ça se passe et à savoir que c'est possible. Donc oui, j'ai des profils différents et ces profils-là se forment comme d'autres d'ailleurs, hein, parce que quand parfois j'ai des gens qui arrivent de brigades, qui ont travaillé longuement dans des maisons et Mmh. qui n'ont absolument pas la conscience de l'écologie ni de l'économie circulaire et qui peuvent appeler à n'importe quelle heure un producteur alors que d'asperges ou de je ne sais quoi, sans avoir justement cette réflexion du respect de son travail et de l'importance en fait qu'il met derrière tout ça. Ben moi je suis effectivement formatrice en continu sur ces paramètres-là, qui sont certainement aujourd'hui des nouveaux paramètres, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment des paramètres qu'on ne Mmh. prenait peut-être pas forcément en compte dans la construction des choses, Mmh. mais qui rentrent totalement dans des économies et qui ne sont absolument pas utopistes. Et donc, c'est comme ça aussi que quelque part, l'auberge aussi de la Fenière est un lieu de vie, est une résidence pour tout type enfin, pour tes activités et pour tout type de projet finalement. Alors oui, l'Auberge Lafenière, historiquement, depuis 44 ans, c'est un établissement d'hôtellerie et de restauration qui se trouve à Cadenet, entre Lourmarin et Cadenet, exactement dans le Luberon, en plein cœur de la Provence, qui appartient à ma famille de base et que depuis 5 ans et demi, j'ai fait rentrer dans mon projet pour qu'il devienne un lieu de vie, de transmission, de recherche et de formation et un lieu de séjour pour les gens qui viennent apprendre, qui viennent à vivre des choses liées à l'agriculture, l'alimentation et la santé de manière holistique, effectivement. Et du coup, bah oui, mes collaborateurs qui viennent participent à ces conférences, participent à des moments au travail en agriculture, sur les semences, sur le potager, sur toute cette culture-là. Et puis, je fais venir une fois par semaine des conférenciers, des personnes inspirantes, passionnantes elles aussi, qui vont partager leurs expériences pour nourrir justement la nôtre. Ok, et donc du coup, moi j'ai une dernière question, après je laisserai dans la partie questions-réponses, mais justement, et donc quel est le constat aujourd'hui que tu fais avec cet institut de cuisine libre? Concrètement, quel changement tu as vu, quelle évolution ça a apporté par rapport toi à ton entreprise et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement d'aller davantage vers cette méthode, je ne sais pas comment l'appeler réellement, parce qu'il y a tu as tellement de projets et d'activités que des fois, j'ai du mal à nommer tout ça, mais qu'est-ce que ça change concrètement? Bah, c'est-à-dire que déjà, c'est pas plein d'activités, c'est un écosystème, un vrai biome. C'est-à-dire toutes les cases, effectivement, je les ai cochées parce que sinon, je Lié. pouvais pas, voilà, je pouvais pas créer mon monde sans avoir toutes ces cases. Par exemple, quand j'ai ma société Commensal, qui est une société de boulangerie, pâtisserie, meunerie, où j'écrase moi-même mon pois chiche, ma châtaigne, mon riz, mon sarrasin. Ce sont d'abord en plus des produits d'une filière agricole locale que j'ai mise en place. Donc tout ça, je suis jusque boutiste parce que sinon ce monde n'existerait pas et il ne pourrait pas être essaimable et je ne pourrais pas le montrer. Donc oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais ça fait 10 ans que je porte ce projet et que pendant ces 10 années, j'ai aussi qualifié et formé des gens pour qu'elles rentrent et s'engagent à mes côtés sur des parts du projet. Et donc, l'Institut Cuisine Libre, il est la pièce maîtresse effectivement de ce projet, il est central parce que au plus on produit du savoir, du savoir-faire, de la connaissance, au plus on la transmet, puisqu'il y a ce besoin incroyable de transmettre et aussi de transmettre en France comme à l'étranger, puisque maintenant on va avoir un MOOC en ligne qui nous permet de donner ces inspirations et de dire vous aussi, autour de chez vous, vous pouvez avoir la possibilité de construire une culture culinaire à base, je vais donner un exemple de produit de votre localité. Je donne un petit exemple. Ici, sur le territoire Provence, je travaille avec le riz de Camargue, le pois chiche du Luberon, la châtaigne de Colobrières et j'ai fait un ensemble de produits de gamme
que je distribue dans les épiceries bio en France, tout autour, plus de l'hôtellerie, de la restauration, sur les avions, etc. Et là, mon projet essaimable, c'est de dire qu'au Mexique, où on a une vraie problématique agricole de territoire, j'accompagne un projet qui va valoriser de la même façon des filières agricoles et donner une issue de production comme je l'ai fait ici avec un commensal Mexique, par exemple. Ça, c'est mon travail actuel. Donc, oui, je forme et c'est la pièce maîtresse de transmission, en fait. C'est pas de la formation, c'est de la transmission. C'est-à-dire que ce savoir, et je l'ai dit depuis le jour où je me suis levée de mon hôpital, j'ai dit, il y a un truc qui est important, c'est que quand moi j'ai eu la chance de pouvoir me relever et d'aller chercher de l'information et d'en produire, je dois la transmettre aux autres pour que ce monde, comme je dis, ait un goût meilleur. Et d'ailleurs, de manière très logique dans la gouvernance de mes projets, je suis dans la finalisation de ma gouvernance, qui est une fondation actionnaire, donc actionnaire de mes entreprises, et que cette fondation pérennisera mes messages et mes engagements de manière importante, puisque ce que je fais, en fait, c'est surtout de l'impact et c'est ce qui me passionne au quotidien. Voilà. Super. Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu dis, dans chaque phrase, dans chaque mot. Il y a beaucoup d'idées forcément qui jaillissent en fait, j'imagine, en tout cas chez moi, donc j'imagine aussi chez les participants. Et du coup, je trouve assez parfait pour faire le lien donc du coup avec nous. Puisque c'est vrai que du coup, quand tu dis que l'Institut, c'est la pièce maîtresse en fait, de l'ensemble des briques que tu as constituées, de ton écosystème, en fait, c'est quelque part le parallèle qu'on peut faire ensemble sur nos activités. Parce que concrètement, donc, moi, je vais me présenter aussi rapidement pour ceux qui me connaissent pas, mais donc, je suis Laurie Larcher et en fait, concrètement, je suis arrivée dans cette école qui s'appelle l'ESCAET, qui est une école de commerce spécialisée sur l'industrie du voyage depuis 84, donc à Aix-en-Provence. Je suis arrivée en tant qu'étudiante dans cette école parce que concrètement, moi, j'ai roulé ma bosse, peut-être comme beaucoup de monde, mais encore plus car avec mes parents, et je me suis dit que concrètement, bêtement, moi aussi, je pourrais peut-être changer le monde en allant dans une école de commerce spécialisée sur le sujet. Et à l'époque, il y en avait qu'une, il y avait Clé Tureau qui parlait. Et ce couple anticonformiste et pionnier sur l'industrie m'ont interpellée et c'est comme ça que j'ai rejoint les bancs de cette école. Et puis, au fur et à mesure, du coup, bien sûr, j'ai eu mon diplôme et je me suis insérée dans l'industrie. Mais surtout, le plus important, c'est que je suis retournée dans cette école en tant que collaboratrice. Et après 10 ans, après avoir été formatrice sur le développement d'une solution de formation pour les produits tourisme, je suis aujourd'hui à la tête de cette école sur la direction. Et concrètement, j'ai fait des constats. Alors, c'est vrai que moi, voilà, ça s'est fait pendant la période Covid et c'était basé en fait sur l'ensemble des constats qu'on a pu faire ces 10 dernières années sur la formation. Mais c'est vrai qu'on voyait une espèce d'usure en fait sur un dispositif de formation en 100% présentiel. Parce que quand tu es une école à taille humaine, tu as devant toi, nous on a à peu près 250 apprenants étudiants et puis on a également des profils en reconversion professionnelle. Et quand tu les as en face de toi, tout ça c'est des profils, c'est des potentiels. Et j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé, avec des quotients émotionnels. Et en fait, ça, je trouve que c'est clé parce qu'en fait, aujourd'hui, une école, un institut, peu importe en tout cas, quand on est sur ce métier de la transmission, en fait, nous-mêmes, on doit être pionniers sur ce que les industries seront demain. Et donc, en fait, ça commence par une propre évolution en interne chez nous. C'est comme ça qu'en quelques mois, dans le changement de la gouvernance de l'école, on a construit ce nouveau modèle avec, j'aime bien cette image de avant, quand tu choisissais un des parcours ESCAET, tu étais devant ton programme télé-loisirs. Tu avais à 21h le vendredi soir ou le dimanche, il fallait que tu choisisses ton film. Et si tu n'étais pas là, tant pis pour toi. Et tu coupais ton cours et tu étais absent. Et bref, et après, on te notait sur ton assiduité. Concrètement, aujourd'hui, on a voulu passer sur ce modèle un peu, alors c'est surutilisé, mais c'est tellement parlant, le modèle plutôt Netflix, en disant, attends, en fait, aujourd'hui, un profil quel qu'il soit, un potentiel, une personnalité, en fait, il doit pouvoir choisir son lieu d'apprentissage, il doit pouvoir choisir l'organisation de son temps dans son apprentissage. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, il y en a qui aiment prendre leur temps.
J'ai même découvert qu'on pouvait… écoute, franchement, je pense, Nadia, on va écouter notre replay en vitesse x2, ça se trouve. Il y a des étudiants qui nous ont demandé s'ils pouvaient écouter nos replays en vitesse x2. Je ne savais même pas que ça se faisait, tu vois. Donc, concrètement, en fait, aujourd'hui, une conférence d'une heure, de 3 heures, tu peux l'écouter en accéléré et en fait, tu gagnes un temps et tu t'organises et je trouve ça juste fabuleux. Et avec l'équipe, et avec donc la cofondatrice Gaëtane Thureau, on a, si tu veux, réfléchi à un concept qui permettait de s'adapter à la transformation de notre industrie, mais surtout de nos apprenants. Et c'est comme ça qu'on a investi dans un learning management system qui est MySkillCamp. C'est comme ça qu'on a réinventé notre lieu de vie, Escaed, qui n'est plus, enfin, qui est toujours une école, mais on est passé d'une école à un lieu de vie. Et donc, on a complètement bouleversé finalement, où on avait 60 étudiants, 60 apprenants devant nous. Aujourd'hui, oui, c'est plus à distance, oui, c'est en plus petit comité. Et donc, j'apprends les basiques sur une plateforme et ensuite, je vais en masterclass avec un expert quand c'est nécessaire et pour creuser des problématiques et trouver des solutions, comme tu l'as dit. Et je sais que les étudiants sont là aussi, des apprenants en reconversion pro, j'ai vu qu'ils se sont connectés. Et je trouve fabuleux en fait que certains nous challengent et nous disent mais pourquoi vous avez fait ça? Franchement, on préférait avant, alors qu'avant, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. Mais je pense que nous avons une mission vraiment sur la transmission à accompagner ce nouveau monde dont on n'a pas la réponse. Et ce que j'aimais aussi, c'est que toi, ce nouveau monde et cette bataille, ça fait 40 ans que tu l'as mise en place. Et c'est vrai que c'est intéressant quand tu as dit ça parce que ça nous rappelle qu'en fait, ce n'est pas que le Covid, quoi. C'est qu'on était en mode survie sur certains sujets depuis des années. Le Covid est juste en train de faire un reset ou faire quelque peu le ménage dans notre industrie, notre société et qui nous sommes en tant qu'humains, quoi. Il oblige, effectivement, il bouscule. C'est pas positif pour tout le monde et c'est pas très facile pour tout le monde, mais l'étape est là et il faut s'en sortir. Et il y a énormément de choses positives. Et moi, ce que je pense surtout, c'est l'angle par lequel on regarde la vie, tout simplement, parce qu'on n'est pas grand-chose et ça, il faut bien se le rappeler. Et donc, pendant qu'on est là, il faut que ce soit utile et intéressant. Et ce que tu viens d'évoquer, je trouve, sur la formation, c'est assez extraordinaire. C'est exactement ça. Moi, je pense que déjà, depuis des années, quand on allait aux États-Unis faire nos études, on avait des matières comme ça qu'on choisissait d'une fac à l'autre, d'un truc à l'autre, et puis on apprenait ce qui allait nous nourrir de culture. Moi, en tout cas, j'ai étudié comme ça, donc ça m'est absolument pas inconnu. En revanche, de le nourrir aussi rapidement que les gens en ont besoin d'expertise, de films, de belles choses, de choses incroyables, de rencontres auxquelles on n'accède pas parfois parce que du temps qu'on rencontre la personne, ça met du temps, etc., mais qu'on puisse le rendre accessible. Effectivement, moi, je trouve que c'est passionnant. Moi-même, là, je devais faire la sortie de mon livre et donc c'est toujours un peu compliqué avec cette histoire de rapprochement de personnes et de Covid, mais j'ai décidé justement de faire ce tour inspirant, pas forcément physique, mais qui va être un tour inspirant et de rencontres inspirantes sur ma chaîne aussi et qui va permettre d'avoir des talks et des rencontres et de transmettre ce monde au goût meilleur, pas simplement par moi, mais aussi par ceux qui m'ont inspiré à le penser et à le faire. Voilà. Et donc, quoi, ça va être en ligne, c'est ça? Oui, Tu vas faire des talks en ligne, ouais, complètement, ça va être tout en ligne. Voilà. comme le bazar, comme le grand bazar, là, 100% digital, tu vas tout avec des dates, etc. Et donc, du coup, on pourra suivre ça. C'est ça. C'est ça. Et au printemps, je referai des dîners inspirants parce que c'est quand même ce qui m'anime, transmettre ce goût meilleur et montrer que la conscience a un goût. La conscience a un goût très particulier en fait et on l'oublie, mais moi je le vis au quotidien et j'aime bien le transmettre pour interpeller un peu et pour rappeler l'importance de tout ça. Super. J'aime bien cette dernière phrase. Alors du coup, il ne nous reste que 5 minutes. Est-ce que certains ont des questions dans la salle? Pierre, toi Oui, non, c'est super. Alors, il y a un peu de musique derrière moi, mais c'est pas grave, ça égayera. On parle gastronomie, de musique, d'art, de, de transmission. Ça met en joie. Non, grand merci pour votre dynamisme et ces thèmes passionnants. Nadia, c'est très impressionnant là, en 10 minutes, de voir l'écosystème que tu as effectivement auquel tu as dédié ta vie en termes de construction. C'est très impressionnant. Est-ce que tu aurais des liens déjà à nous passer sur justement pour qu'on retrouve
des éléments dont on nous Ah, a le parlé? livre, par exemple, Construire un monde au goût meilleur est aux éditions Actes Sud et il sort le 28 octobre. Donc, il est déjà en prévente chez les libraires indépendants d'abord, et puis chez les Ok, autres, bien sûr. toujours Et, intègre dans ta démarche. Très bien. voilà. Et ensuite, effectivement, j'ai l'Auberge Lafenière, donc c'est aubergelafenière.com, ça se trouve à Cadenet dans le Luberon. Et mon institut de cuisine s'appelle l'Institut Cuisine Libre et c'est institutcuisinelibre.com, pas .fr, pardon. On peut effectivement voir tous les projets que je fais. Après, je suis sur Instagram, évidemment, LinkedIn et tout. On peut me suivre sur Nadia Samut et je raconte effectivement toujours tout ce que je fais parce que je le partage et que ça me permet de rencontrer chaque jour des personnes assez incroyables. Et après, si vous vous baladez dans certains magasins bio et autres de qualité, engagés, vous trouverez les produits Commensal de la marque de ma fabrique. Ce sont des biscuits, des graissins, du pain, des farines, des mélanges que je vends justement et qui sont complètement issus de ma filière agricole et de mon savoir-faire culinaire. Voilà. Ok, bon, ben, on va essayer de refaire suivre en tout cas tous ces liens. Merci beaucoup. Là, malheureusement, pardon, on va pas avoir beaucoup de temps. Moi, j'ai pas Il y vu avait Carole qui avait levé la main. Je sais pas si oui, Oui, voilà. oui, bonjour à tous. Je suis Carole Drahi-Jacquet. J'ai une petite question concernant l'ESCAET, qui est une école dont j'ai entendu beaucoup parler. Donc, moi, je suis formatrice enseignante en vente, négociation complexe et management à Lyon. Et en fait, quand je discute avec des étudiants dans le secteur du tourisme, il y en a beaucoup qui ont très peu entendu parler de la vente finalement du commerce dans les écoles, ce qui me surprend un petit peu. Et je voulais savoir si au sein de l'ESCAET, il y a véritablement des cours de vente qui sont animés. Est-ce que vous formez par exemple au métier de concepteur voyage? Est-ce que, voilà, alors j'ai bien noté que c'est une école de commerce, donc j'imagine que c'est le cas, mais je m'interrogeais en fait sur ça. Ouais, merci Carole pour cette question. Alors, c'est vrai que quand on doit former à la vente, il y a plusieurs écoles ou plusieurs méthodes, et ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais c'est vrai que concrètement, nous, on a une certaine pédagogie qui est de dire, en fait, plus tu connais les produits de l'industrie du voyage loisir, du voyage d'affaires et de l'événementiel, plus tu les connais, tu apprends à les construire. Plus tu maîtrises l'expérience client qui est attendue dans ces trois domaines-là, plus tu peux être un bon commercial sur le sujet, en fait. Donc, on n'y rentre pas forcément par c'est quoi les méthodes commerciales, son casse ou différentes méthodes que l'on peut vraiment connaître et qui sont largement efficaces. On y rentre plutôt par une connaissance ultra précise de leur domaine, de leurs produits, des acteurs, des rapports de force, des technologies pour ensuite voilà, leur permettre à ces apprenants, alors étudiants, si on est sur ces profils-là, parce qu'on n'a pas que ça, parce qu'on forme également des personnes en reconversion professionnelle et des produits travel. Mais on y rentre toujours par le produit, les attentes clients, pour ensuite y rentrer par une vraie expertise commerciale, si on l'entend en tant que tel. Donc, on va dire oui, mais on y rentre vraiment par le produit. Et bon, alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes ouvert à une autre approche? Parce que moi, de ce que j'ai vu, parce que avant, j'étais une professionnelle dans différents secteurs d'activité, et peu importe les secteurs d'activité, mais j'ai eu à encadrer énormément de commerciaux, et notamment pour réinventer le tourisme après en tout cas pendant et après cette crise sanitaire. Je pense qu'il serait important d'avoir des commerciaux, ce que j'appelle décomplexés, dans tous les secteurs liés au tourisme. Et est-ce que vous envisageriez d'autres approches? Parce que ce n'est pas parce qu'on est un très bon expert produit ou métier qu'on est forcément un commercial décomplexé. Parce qu'il y a des étudiants que je rencontre qui sont très complexés et qui ont peur qui se disent non, moi je suis pas un vendeur, je suis un conseiller. Or, aujourd'hui, on est dans une obligation de résultat et qui plus est post-crise, où là, il faudra vraiment avoir des gens qui vendent, qui soient à la recherche de rentabilité.
De toute façon, ça, on est en phase, Carole, d'autant plus qu'on a sorti un baromètre il n'y a pas longtemps basé sur les offres de stage et d'emploi qu'on recevait. Et c'est comme ça aussi qu'on a mis en place ce nouveau concept pour avoir une agilité aussi et se focuser uniquement sur les compétences et le savoir-être, parce que le savoir-être est également très important dans la transmission. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs du tourisme au sens large qui nous contactent pour des offres de stage et d'emploi, les deux grandes thématiques, c'est le digital, donc tout ce qui est web marketing réellement, enfin, voilà, comment j'acquiers et je fidélise des clients grâce au web, les réseaux sociaux, l'emailing, etc., mais aussi toutes les techniques commerciales. On cherche des commerciaux et on cherche des web marketeurs. Donc forcément, quand vous voyez cette tendance-là, forcément qu'on va nous s'y atteler. Et après, oui, on est ouvert, c'est ce qu'on disait, on a un concept d'école libre, donc aussi bien dans notre concept que dans notre approche, bien évidemment. Voilà. Bon, écoutez, discussion. Les rencontres sont faites pour ça. Tout à fait, Laurie. Merci. Je vais pas embêter tout le monde là-dessus, mais je reprendrai certainement attache avec vous pour qu'on échange à ce sujet, parce que moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu économique à ce niveau-là, justement pour bénéficier aux acteurs du tourisme. Donc, si vous me permettez, donc je suis Carole Drahi-Jacquet. Je reprendrai attache avec vous, voilà, via LinkedIn ou autre. Super. Carole qui a travaillé. Un petit quelque chose, si je peux, 2 minutes. On avait parlé il y a quelques mois avec SKET et moi je suis très touchée par leur démarche et par ce qu'ils font et par la transition aussi. Donc c'est pour ça qu'on est affiliés là. Et je respecte beaucoup ce travail. Moi je vis dans le parc national du Luberon. Et ce Luberon, il a été effectivement commercialisé comme la Provence, on la commercialise par sa lavande et ses calissons. Mais derrière ça, en fait, il y a des gens extraordinaires qu'on ne voit pas sous cet angle-là. Et je pense que le tourisme de la résilience, c'est celui qui va venir chercher ce qu'on va chercher à l'autre bout du monde quand on va chercher des peuples et des choses comme ça. Et que je pense que comme le commerce équitable, le tourisme équitable et éthique doit venir refaire ces marques dans nos régions avec des choses très, très valorisantes. Et je crois que le Covid et cette période assez complexe qui empêche un peu de passer les frontières doit justement venir réfléchir sur le respect de tout ça et sur la manière de rediriger des gens et effectivement de ne pas être complexé de vendre des régions françaises plutôt que des régions où, voilà. Et pas simplement peut-être les codes en déstructurant pour restructurer le dialogue et les termes qu'on associe aux régions et à la manière à laquelle on les commercialise. Moi-même, je le fais toujours parce que moi, j'ai eu une agence de voyage autour de la gastronomie dans le monde pendant 7 ans. Donc, ça s'appelle Travel Food et je l'ai porté avec beaucoup de passion, encore une fois, mais surtout avec la volonté justement de montrer les lieux par ceux qui les font. C'est pour ça que le produit et le sens autour de ça est capital, je pense. Vraiment, je pense qu'il faut accompagner. Oui, et le storytelling ne suffit pas parce que pour le coup, on n'est plus dans le storytelling. La vérité et la transparence a beaucoup plus de valeur. Et les gens, en fait, les collaborateurs, qu'ils soient dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans les agences, ils sont fiers de vendre les choses qu'ils comprennent et pour lesquelles ils ressentent quelque chose. Et du coup, on parle au-delà de la productivité, c'est l'impact et c'est toujours corrélé, en fait. Ça marche beaucoup mieux comme ça. Magnifique, Nadia, mais quel métier n'avez-vous pas fait? C'est la question, ouais, je crois. Moi, je suis passionnée par ce que je fais, donc je le fais à fond. Non, mais c'est super, c'est une très belle conclusion et c'est vrai que je m'attendais pas à voir autant de liens entre ces différents domaines. En tout cas, l'approche est vraiment très impressionnante, vos deux approches et votre capacité de réinvention et de réflexion dans votre activité professionnelle passionnante. Du coup, je vais devoir mettre fin à cette conférence. La prochaine commence. Un grand merci à vous Merci deux beaucoup. pour ça, pour le thème. Merci à tous. Et puis effectivement, continuez à prendre contact entre vous pour ça. La prochaine conférence, je vous mets le lien tout de suite, comme ça vous fera faire des raccourcis. C'est comme chez Ikea. Et donc, c'est Mathieu Mouillet qui nous parle de son voyage dans la diagonale du vide en France et qui a fait le même pari que vous. La France, c'est un très beau pays qu'on connaît mal. Donc, allons pas après pas le découvrir et le rencontrer. Et les trésors sont parfois pas si loin que ça. Un grand merci à vous deux. Merci. Et à la prochaine sur le salon. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.